Jean-Louis Chiffaut ne pourra jamais oublier ce jour-là. Ce mercredi 30 août 1995. Son fils, Frédéric, est pilote dans l'armée de l'air française. Il est engagé dans l'opération Denny Flight. Dans les bases de l'OTAN situées en Italie, les pilotes sont sur le pied de guerre. Depuis le matin, ces avions de chasse français, américains et anglais décollent, direction la Bosnie. Objectif, détruire l'appareil militaire des Serbes. À 17 h, c'est au tour du capitaine Chiffaut et du lieutenant Souvigné. Comme le confirme ce document, aux commandes de leur Mirage 2000, ils s'envolent pour une mission à haut risque. Ils doivent détruire un hangar de munitions à Palais. Mission accomplie, les avions rentrent à la base. A priori, rien à signaler, jusqu'au flash de France Inter. Il est 19 h. Les avions de l'OTAN attaquent à nouveau, les Serbes répondent, un appareil français, un Mirage 2000 est porté manquant, il a été touché, des témoins l'ont vu s'écraser au sol. Le pilote et le navigateur ont réussi à s'éjecter, mais on ignore leur sort pour le moment. Je me rappelle très bien de cet instant très intense, d'émotion, de crainte, qui se sont révélées malheureusement justifiées. Effectivement, c'était bien l'avion de Frédéric. Mais nous n'avons eu la certitude qu'à 20 h le soir, lorsque le commandant du détachement français de Servia est venu nous confirmer l'événement et nous confirmer que c'était bien Frédéric et José qui avaient été touchés. Et donc maintenant commence une opération particulièrement délicate, et si elle est possible, la récupération de nos équipages. Vous savez que Radovan Karadzic a dit, c'est la chasse à l'homme, il faut les récupérer pour en faire évidemment des otages. La télévision locale serbe filme la chute du Mirage. Frédéric et José ont réussi à s'éjecter. Ils sont officiellement portés disparus. Portés disparus, c'est aussi le titre du livre écrit par Jean-Louis Chiffaut. Au jour le jour, 104 jours de détention, d'angoisse et autant de questions et de mystères pour cet homme déterminé qui veut coûte que coûte connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle ? C'est tous les documents que j'ai récupérés lorsque je m'occupais de cette affaire qu'a subi mon fils en 1995. C'est le contenu de toute l'enquête, si j'ose dire, que j'ai menée. J'ai un certain nombre de documents qui retracent les 104 jours, des lettres, des relevés de conversations téléphoniques, enfin, tout ce que j'ai pu conserver, des images. Jean-Louis est meurtri. Plus de 6 ans après les faits, la plaie n'est toujours pas refermée. Comme son fils, il s'est engagé dans l'armée de l'air, prêt à donner sa vie pour la patrie. Il connaît les risques. Mais jamais, Jean-Louis Chiffaut aurait pu imaginer que l'on puisse jouer avec la vie d'un militaire, la vie de son fils. Aujourd'hui, j'ai quitté le service actif. Je parle en tant que père. Et à l'époque, je me suis rapidement rendu compte que les mensonges, la cohérence, le mystère, parfois même des conduites cavalières envers ma personne et ma famille. Je me suis rendu compte que tout ça ne pouvait être l'œuvre que d'individus qui avaient une opinion de... Ah, il faut que je me remette là.
Jean-Louis Chiffaut aurait dû rester silencieux. Il n'a pas pu. Malgré les pressions, il a réalisé sa propre enquête. Vous avez déjà reçu des menaces? Je ne répondrai pas à cette question. Son fils, lui, est toujours tenu au devoir de réserve. Il s'est confié une seule fois à son père. C'était juste après sa libération. Pensez à votre carrière. Pilote de chasse est le plus beau métier du monde. Vous posez trop de questions. Pensez à votre réinsertion. Dès le crash, les forces de l'OTAN sont mobilisées. Ils tentent de récupérer les 2 pilotes. 3 opérations, 3 échecs. 3 soldats américains sont blessés. Juste après leur éjection, les 2 Français sont faits prisonniers, mais d'abord, ils sont violemment battus. Je suis français. Vous êtes français? Oui. Que s'est-il passé? Racontez-moi. On était en mission et un missile nous a touchés. Notre avion a pris feu. Je suis là maintenant. Combien de pilotes? 1 ou 2? Nous sommes 2, un pilote et un copilote. On fait partie de l'opération Deny Flight. On a survolé le palais et un missile nous a tiré et on s'est éjecté. Les 2 hommes blessés à la jambe sont transférés dans cet hôpital. Le général Ratko Mladic les rencontre ici. L'interrogatoire dure 1 heure. Mladic, le chef des forces serbes de Bosnie, les remet alors entre les mains de cette unité, la 10e unité de sabotage. 1 mois auparavant, ces hommes se sont illustrés à Srebrenica. Ratko Mladic entre dans la ville en vainqueur. Ces troupes ont pris cette enclave musulmane protégée officiellement par les Nations Unies. Des milliers de musulmans bosniaques sont tués, exécutés. Tout au long de leur captivité, notre enquête le prouve, les 2 pilotes sont restés entre les mains des hommes du général Mladic. Depuis les massacres de Srebrenica, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette enquête a été très délicate. Elle nous emmène d'abord à Belgrade. Cet homme nous a fait parvenir ses photos. Elle le montre sur les lieux du crash à l'époque des faits. Il scrute la carcasse de l'avion. C'est le Mirage 2000 du capitaine Chiffaut. À Belgrade, on le connaît sous le nom de Jugoslav Petrušić. Ailleurs, on le surnomme Hugo, colonel Hugo Dominic. Profession, officier serbe, conseiller technique ou mercenaire. Pendant la guerre, dans cet hôtel 2 étoiles, Hugo avait ses habitudes. Le 8 novembre 1999, 30 hommes des forces spéciales de Slobodan Milosevic, le président yougoslave, investissent les lieux. Chambre 317. Hugo n'a pas le temps de réagir. C'est ici que vous avez été arrêté? Oui, c'est ici dans cette chambre que l'on m'a arrêté le 8 novembre 1999 à 4h15. Depuis ce jour-là, quand je suis à Belgrade, je suis armé en permanence. C'est uniquement pour des raisons de sécurité. Je n'ai pas peur des criminels ou des bandes mafieuses. J'ai peur juste des gens qui ont monté l'affaire Araignée. L'affaire Araignée a conduit Hugo dans cette prison, quartier de haute sécurité. Les services serbes accusent Hugo d'avoir organisé un complot pour éliminer le président Milosevic. La logistique, selon l'accusation, était assurée par la DST, le service d'espionnage français. La police serbe n'agit pas au hasard. Hugo n'a jamais caché ses contacts avec les services français. Il sera libéré sans autre forme de procès. Mais pendant 1 an, il sera torturé. Les autorités françaises n'ont rien fait. Hugo est pourtant accusé d'avoir aidé la France à récupérer les 2 pilotes. Vous êtes français, vous? J'ai la double nationalité. Je possède aussi un passeport français, comme vous pouvez le constater. Et vous parlez français?
Oui, je parle français couramment et j'étais marié. Ma première femme, elle était française et j'ai un fils. Je voyage tout le temps avec le passeport français. Voilà, je voyage beaucoup. Je savais dès le début où étaient détenus les deux pilotes français, qui les détenait et comment ils étaient traités. J'ai demandé aux hommes de Mladic de prendre soin d'eux et de les traiter selon les règles en vigueur. J'ai expliqué aux Français comment ils pouvaient obtenir la libération de leurs pilotes. Je leur ai surtout confirmé qu'ils étaient vivants. Le lendemain, nous retrouvons Hugo à l'hôtel. Il doit nous emmener sur les lieux où les deux pilotes ont été détenus. On peut y aller là? Je regrette, mais je ne peux pas partir avec vous en Bosnie. Pour deux raisons. D'abord, parce que tout le monde sait ce que j'ai fait là-bas. Ensuite, à cause de l'affaire Araignée. Mais pas de problème, j'ai trouvé quelqu'un qui va vous emmener sur place. Je vais vous montrer sur cette carte les lieux où vous allez trouver ce que vous cherchez. Comme vous pouvez le voir, c'est la République serbe de Bosnie. Vous irez là et là. D'abord à Vlasenica, et de Vlasenica, vous allez monter vers la maison où les pilotes sont restés plusieurs semaines. Avant de partir, Hugo nous montre de nouvelles photos, celles des lieux de la détention. Une belle villa au cœur de la Bosnie. Hugo avait donné ses photos au service français une semaine seulement après la capture des deux militaires. Nous sommes alors le 6 septembre 1995. Accompagnés de son guide, nous partons sur les traces de Frédéric Chifo et de José Souvigné. Ils sont restés 3 jours dans l'hôpital de Sokolac. Ensuite, ils ont emprunté cette route jusqu'à Vlasenica. Quelques heures de 4x4, les yeux bandés. Nous aussi, nous ne savons pas où nous allons. Finalement, nous arrivons dans ce hameau, perdu au cœur de la Bosnie. Notre guide nous présente Vojislav, alias Mystère. Depuis 1 an, cet homme ne travaille plus. Je suis retraité maintenant. Je bricole un peu à la maison. Pas très bavard. Pendant la guerre en Bosnie, Vojislav a été mobilisé. Il n'a jamais parlé de ce qu'il faisait, même à sa femme. Soldat première classe dans le corps d'armée de la Drina, il a été choisi avec 2 autres militaires pour surveiller les 2 pilotes français. Vojislav parle pour la première fois de cette période. Il n'était jamais revenu à Dragasevac, dans cette ville-là. Voilà la maison. C'est cette maison? L'été dernier, elle a été restaurée, repeinte en blanc. Ces personnes viennent voir où étaient cachés les pilotes. Ils veulent filmer à l'intérieur de la maison. Je lui ai demandé la permission. Je ne sais pas. D'accord, on attend, on attend. Après discussion, la propriétaire nous laissera entrer. Aujourd'hui, elle vit ici avec ses enfants et la famille de son frère. Les photos de Hugo correspondent tout à fait. Jusqu'en mars 2001, les propriétaires ne savaient rien. Les propriétaires travaillent à l'étranger. À l'époque, leur maison avait été réquisitionnée par l'armée. Voilà, les pilotes étaient là. Là, il y avait un chauffage. Il y en avait un qui dormait ici et l'autre là-bas. Leurs affaires étaient ici. Des soldats sont venus.
En anglais, ils nous ont dit que 2 Français avaient été détenus là. Ils n'ont rien dit de plus. J'ai eu peur. Vous voyez bien que la maison n'était pas cachée. La route qui passe devant est une route très fréquentée. Des milices, des bandes mafieuses, la police secrète de Milosevic, tous voulaient à tout prix récupérer ces 2 otages. Vous savez, ils auraient été en danger si quelqu'un avait connu cette cachette. Nous étions en état de guerre. Je devais obéir à mes chefs, sinon je perdais ma tête. Les 2 pilotes sont l'objet de toutes les convoitises. Seuls Mladic et de rares officiers connaissaient cette cachette. Nous montrons à Mystère la photo de Hugo. Je ne l'ai pas vu souvent, mais je me rappelle de son visage. Mais il est venu. Il est venu avec Misha, mon chef. Mystère et les 2 autres gardiens n'avaient qu'un seul chef, Misha. Misha et Hugo, une longue amitié scellée par de longues années de guerre. Ce fameux Misha, nous l'avons retrouvé à Belgrade. Le 4 novembre 1999, lui aussi a été arrêté pour conspiration. Lui aussi est accusé d'appartenir au réseau araignée. Emprisonné et torturé pendant 1 an, on lui reproche de n'avoir jamais voulu livrer les pilotes aux hommes du président Milosevic. Le premier contact que j'ai eu avec les pilotes, c'était juste après leur capture. Ils ont été amenés à l'hôpital de Sokolac. On a été informé qu'ils allaient être kidnappés. Alors le général Mladic a décidé de les placer sous le contrôle d'une unité spéciale. Ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre. À l'époque, Misha n'a pas de barbe. Il est l'un des responsables de l'unité numéro 10 de sabotage. Dans ce document que nous avons réussi à nous procurer, on le voit former ses hommes à l'utilisation de nouveaux matériels. Armes de guerre ou matériel de vision nocturne. Ou comme ici, formation au close combat. L'unité numéro 10 est chargée des opérations spéciales. Lors de cet entretien, Hugo est avec nous. Misha était son informateur. Bien sûr que oui, mais... Il n'y en avait pas de meilleur. Même devant le tribunal, qu'il était dit. C'est d'ailleurs à la demande de Hugo que Misha a accepté de nous parler. Est-ce que la police de Milosevic a voulu savoir où étaient détenus les 2 pilotes français? Oui, bien sûr. Il y avait des gens en uniforme, d'autres en civil, mais aussi des criminels qui se faisaient passer pour des officiers des services secrets. Ils avaient une idée très vague de l'endroit où étaient emprisonnés ces 2 pilotes. On m'a proposé de l'argent, des gratifications, mais je suis un soldat, un professionnel. J'ai donné ma parole à mes supérieurs. Je m'étais engagé à veiller sur la vie et la sécurité des prisonniers. Et je l'ai fait. La DRM, la Direction du renseignement militaire, trouve Hugo si efficace qu'il sera utilisé dans d'autres opérations, en Bosnie. Recherche et démantèlement des réseaux terroristes Al-Qaïda notamment. Sur la question des 2 pilotes, les militaires sont informés au jour le jour par la DST. À l'époque, ce policier est l'homme le mieux informé de France sur ce thème. Raymond Nart était le numéro 2 de la DST et son responsable opérationnel. Discret et modeste, il n'a jamais parlé à la presse des actions qu'il a menées en ex-Yougoslavie. Il a finalement accepté de nous rencontrer, avant tout pour que le travail de ses équipes soit reconnu à sa juste valeur. Les pilotes, nous avons su dès les premiers jours qu'ils étaient vivants, alors que d'autres disaient qu'ils étaient morts. Nous avons suivi leur itinéraire parce qu'on était en rapport avec, plus ou moins direct, avec les geôliers, et nous avons été au courant de tous leurs déplacements, de leur localisation, ce qui, à mon avis, est un élément primordial pour la suite. En attendant la suite, les autorités françaises disposent d'informations contradictoires. Hugo repart encore et revient avec des éléments incontestables. Nous sommes 30 jours après la disparition des 2 pilotes.
comment vous avez prouvé aux Français que vous étiez sûr que les deux pilotes étaient vivants? Je prouve aux Français que les deux pilotes ils ont été vivants à partir du moment que j'ai ramené tous les numéros de leurs balises et de leur radio qu'elles ils ont porté avec eux-mêmes. Les numéros des balises permettent l'identification de l'avion. Seuls quelques militaires peuvent connaître ces éléments ultra confidentiels. Hugo ne s'arrête pas là. Le 28 septembre, il donne aussi la marche à suivre pour faire libérer les pilotes. Un homme incontournable, le général Mladic. Le général Mladic, il était un soldat, il demandait uniquement un poignet de main. Rien de plus? Rien de plus. Et ça, vous l'avez dit aux Français? J'ai expliqué que je donnais les solutions et les façons comment il peut libérer les pilotes. Mais que signifie cette poignée de main? En pleine guerre, ce geste serait le symbole d'une reconnaissance internationale de l'armée du général Mladic. Et selon Hugo, ce geste suffirait à faire libérer les deux pilotes. Retour en Bosnie. Sur la route, les stigmates de la guerre. Au bout, le quartier général de l'armée serbe de Banja Luka. Nous ne venons pas ici par hasard. Voici la raison de notre visite. Cette lettre, elle atteste que Hugo est bien un intermédiaire. Elle est adressée à un officier de la DST. Elle est signée par le colonel Marko Lugonia, aujourd'hui général responsable des services secrets serbes de Bosnie. À chaque fois, Hugo rend compte à ses interlocuteurs, qu'ils soient français ou serbes. Fin septembre 1995, Hugo vient dans ce bâtiment avec Robert May, colonel de l'armée française. Il est question du sort des deux pilotes. Et est-ce qu'il connaissait Jugoslav Petrušić ou pas du tout? Oui, je le connais. J'étais en contact car il venait s'informer sur le sort des deux pilotes. Le contingent français de l'ONU était à cette époque-là à Sarajevo. C'est à cette occasion que j'ai vu le colonel May. Il venait aussi se renseigner sur le sort des deux pilotes. Nous ne sommes pas mis d'accord sur ces questions-là. Donc le colonel May, qu'est-ce qu'il lui a dit au colonel May? Non, je ne veux pas continuer à parler de ça. Ah d'accord, ok. Hors caméra, le général Marko Lugonia nous parlera du rôle joué par Hugo. Un rôle conforme, dit-il, à la vieille amitié qui lie les deux pays depuis la Première Guerre mondiale. Les militaires français sont donc bien informés. Hugo est une source crédible. On était d'accord pour 3 minutes d'entretien, pas plus, c'est fini. Les jours passent, la pression monte. Nous sommes le 29 octobre 1995, 60e jour de détention pour Frédéric Chiffaut et José Souvigné. Sur place, les rumeurs courent, les deux pilotes seraient à la merci de bandes incontrôlées, de paramilitaires. Aux mains de ces hommes prêts à tout, les deux prisonniers de guerre deviendraient des otages. Hugo intervient de nouveau, il s'agit de garder le contrôle de la situation. À chaque fois que nous avons considéré que leur vie et leur sécurité étaient en danger, nous les avons déplacés. Et pendant toute la durée de leur captivité, nous ne l'avons fait que 2 fois. Notre enquête se poursuit. Ce 29 octobre, les deux pilotes sont bien transférés ici, à une centaine de kilomètres de Vlasenica, tout près d'une centrale électrique. Ils sont cachés à côté de Zvornik. Simulacre d'exécution. 1, 2 fois. Des pressions psychologiques constantes. Le lendemain, 30 octobre, la DGSE, le contre-espionnage français, rival sur cette affaire de la DST, sort une note confidentielle défense. Note 18503M. Il est écrit: selon une source proche de Belgrade, les pilotes français auraient été tués peu de temps après leur capture par une bande armée d'irréguliers serbes de Bosnie. Sur place, Hugo intervient de nouveau auprès de Misha. Sans lui, les deux pilotes seraient effectivement déjà morts. Hugo, lui, sait que l'information de la DGSE est fausse. Il multiplie les allers-retours entre la France et la Yougoslavie. À chaque fois, il donne de nouvelles informations. Tous les frais sont à sa charge. Vous avez dépensé beaucoup d'argent? Oui, j'ai dépensé beaucoup de l'argent. Combien? Mais beaucoup, je ne vais pas vous dire rien d'autre. Et la France vous a donné de l'argent? Pas du tout.
Et vous leur réclamez de l'argent pour cette opération? Pour cette opération, je ne vais pas réclamer l'argent, je vais réclamer quelque chose d'autre et ils savent qu'est-ce que... L'Ordre national du mérite? La Légion d'honneur? C'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il doit me donner, ou uniquement il doit me reconnaître les choses que j'ai fait pour la France. Hugo continue son travail, mais Raymond Nart, le numéro 2 de la DST, veut plus de garanties. Il va se tourner vers un autre homme. C'est lui, Pierre-Marie Gallois. Ce n'est pas n'importe qui, il est général. Un général français connu pour ses amitiés serbes. Nous l'avons rencontré, il a accepté de nous parler de sa mission. Nous sommes le 10 novembre 1995. Quand M. Nart est venu ici, vous vous souvenez 71e jour de détention pour les 2 pilotes français. M. Nart, Raymond Nart, le numéro 2 de la DST. Oui, je me rappelle très bien. Il est venu ici donc le 10 novembre. Et il est allé directement s'asseoir là. Vous voyez mon petit carnet. Là. Moi, je me suis mis en face. Et puis j'ai écouté ses explications, assez attristé d'ailleurs, parce que je n'avais pas du tout envie d'aller en novembre dans les Balkans, mais pas du tout. Pierre-Marie Gallois connaît bien le général Mladic. C'était avant la guerre en Bosnie. Il lui a donné des cours de stratégie militaire. Raymond Nart le sait, c'est la raison de sa visite. À quoi j'ai répondu, pourquoi venez-vous me voir? Moi? Il m'a répondu, mais nous savons que vous connaissez le général Mladic. Eh bien voilà, on va utiliser votre connaissance pour avoir des renseignements, car nous ne savons pas s'ils sont vivants et nous ne savons pas comment les récupérer. À 85 ans, l'ancien pilote de chasse ne veut pas laisser tomber ses camarades. Il décide de partir. Malgré sa grande fatigue, il emprunte un vol régulier. 2 heures de vol et le voilà dans la capitale yougoslave. Au cœur de Belgrade, ce monument érigé à l'amitié franco-serbe. En 1917, les soldats français ont combattu côte à côte contre l'envahisseur allemand. Le programme du général Gallois est chargé, pas une minute de répit. Il consigne tout sur un carnet. Il rencontre dans un premier temps le numéro 1 des Serbes de Bosnie, le président Radovan Karadzic. Ce dernier lui avoue qu'il ne sait rien du sort des 2 pilotes. Seul son chef d'état-major, le général Mladic, peut l'aider. Et encore, il n'est pas sûr. Cet homme a organisé le voyage éclair et mouvementé du général Gallois. Il se souvient de tout, au détail près. Vous aviez rencontré, vous, le général Gallois? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. On est allé ensemble plusieurs fois aussi en Bosnie. Et on a rencontré plusieurs dirigeants de la Serbe de Bosnie, aussi ici à Belgrade et en Bosnie. Il nous emmène à l'hôtel Métropole. C'est là que nous attend le personnage qui a permis au général Gallois de réussir sa mission en un temps record. Cet homme lui a permis de rencontrer l'homme clé, le général Mladic. Le rendez-vous a eu lieu le 17 novembre 1995. Lors de la négociation, il n'a jamais été question d'argent. C'est un mensonge flagrant, ni d'argent, ni de rançon de quoi que ce soit d'autre. La seule condition posée, c'était une poignée de main. Une simple poignée de main entre le chef d'état-major français et Ratko Mladic. Il n'y a pas d'autre condition. De toute façon, au moment de la venue du général Gallois en Bosnie, les bombardements avaient déjà été terminés et il suffisait d'une poignée de main du chef de l'état-major français pour que les 2 pilotes français soient libérés. Ce geste, Hugo en avait déjà parlé au service français dès le 28 septembre. 30 jours après la capture des 2 pilotes, les autorités françaises savaient. À Belgrade, cet immeuble était incontournable pour tous les étrangers qui voulaient entrer en contact avec le général Mladic. Au bout de ce long couloir, le bureau de l'ancien bras droit de Mladic. Cet officier confirme connaître Hugo. Il a également assisté à la rencontre entre le général Mladic et le général Gallois. Le général Mladic n'a pas posé d'autres conditions. Il se contentait d'une poignée de main avec son homologue français. Une poignée de main et le sort des 2 pilotes capturés était réglé. Pourquoi les pilotes sont-ils restés si longtemps emprisonnés?
c'est uniquement la faute des représentants de l'armée française qui refusaient de rencontrer Mladić. En octobre 1995, avec un médecin-colonel de l'armée française, nous avions rencontré le général Ratko Mladić. Nous lui avons serré la main. Lors de cet entretien, il n'a pas voulu aborder la question des 2 pilotes avec nous, juste au détour d'une phrase. Cette guerre nous a apporté de nombreuses blessures. Les plus profondes ont été provoquées, infligées par des avions français, des Mirage 2000. Ces avions de chasse venaient d'un pays ami. Ils étaient surtout pilotés par les descendants des gens qui ont combattu avec nos ancêtres contre le même ennemi. C'était lors de la Première Guerre mondiale et l'on se battait alors pour les mêmes idées. Le général Mladić nous parlera également du profond respect qu'il a pour le général gallois. Lui, dit-il, n'a pas oublié cette longue amitié. Depuis la fin de la guerre en décembre 1995, Ratko Mladić n'a plus le droit de faire la moindre déclaration publique. Il reste inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En France, Pierre-Marie Gallois est certes connu pour ses amitiés serbes, mais il est surtout reconnu pour sa grande rigueur et sa conscience professionnelle. Je l'ai rempli depuis 5 ans, peu à peu, de tous les événements qui ont trait à cette affaire. Quand je suis rentré à 18h30 à peu près ici, venant de Belgrade, j'ai demandé au téléphone M. Raymond Hart, qui est venu tout de suite. Et je lui ai dit, voilà, d'après ce que je sais, ils sont vivants, et 2, pour qu'ils soient récupérés, il suffit que un personnage haut placé dans la hiérarchie militaire française aille là-bas, une poignée de main, et l'affaire est réglée. Alors, j'ai demandé ensuite, puis-je prévenir les familles qui attendent dans l'angoisse? Et il m'a dit, il a hésité, puis il m'a dit, écoutez, j'ai l'impression que votre mission est terminée. Je vous remercie, vous avez fait votre boulot, maintenant tenez-vous tranquille, c'est une affaire qui regarde le gouvernement. Dès son retour de Belgrade, le général gallois rédige un rapport circonstancié. Quelques feuillets dactylographiés. Ce rapport, il le remet à Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, est un proche du président Chirac et des ministres du gouvernement de l'époque. Yves Bonnet, nous l'avons rencontré à Paris. Monsieur Bonnet, vous avez quoi dans votre main? Eh bien, j'ai le rapport de mission du général gallois de retour de Palais. Et c'est ce rapport. Le général gallois explique les conditions posées par le général Mladić pour la restitution des 2 pilotes français abattus en Bosnie. Il n'y a aucune condition en fait, excepté une poignée de main avec un chef d'état-major. Voilà, et lui faire rendre les honneurs. Ce sont des conditions militaires. Et ce rapport, je le remets le jour même à Charles Millon et à Hervé de Charette. Donc a priori, le président Chirac devait être au courant. Ah, je les ai remises pour cela. Hein. Et vous savez si Hervé de Charette ou Charles Millon ont remis ce rapport? Oui, bien évidemment. Ce sont de bons ministres, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Le temps presse. Déjà 79 jours de captivité pour les 2 pilotes. En Bosnie, de nouvelles rumeurs courent, alimentées par les services américains. Elles disent que les pilotes auraient été tués. Charles Millon dément. Le ministre de la Défense affirme que la France reste mobilisée. Pourquoi alors la démarche du général gallois reste lettre morte? La démarche du général gallois était une démarche totalement personnelle. Elle n'était pas du tout coordonnée au niveau politique officiel. Le général gallois a donné ses renseignements et bien évidemment, on en a tenu compte, mais ce n'était pas une démarche officielle. Il dit qu'il a été sollicité par le numéro 2 de la DST, Raymond Hart. Ah bah ça, j'en suis pas au courant. D'ailleurs, la DST n'a rien à voir dans cette opération, car si mes informations sont exactes, la DST n'a en rien suivi cette affaire. Cette affaire a été suivie, si elle devait l'être, par la DGSE. Depuis qu'un missile a touché l'avion de son fils, Jean-Louis Chiffaut n'a jamais été informé des opérations en cours. Pas une nouvelle officielle. Nous lui montrons le rapport du général gallois.
À cette époque, non, je ne le savais pas. Le général m'a informé lors de la sortie de son livre. Et là, vous me donnez un document dont je n'avais pas connaissance jusqu'aujourd'hui. Le président Chirac vous a appelé après? Oui, je vois que le compte-rendu date du 17 novembre. Il se trouve qu'effectivement, le président de la République nous a appelés le 21 novembre à 13h à la maison. Il a conversé avec ma belle-fille. C'est-à-dire 4 jours après que le général gallois dit avoir la possibilité de libérer l'équipage sans autre forme de procès qu'une poignée de main, sans rançon aucune. Et le président Jacques Chirac dit quoi à votre fille? J'ai un souvenir un petit peu désagréable du compte-rendu de cette conversation. Je crois que j'en ai conservé quelques passages. En fait, Jean-Louis Chiffaut a tout conservé sur ce cahier. Il nous laisse très peu d'espoir pour une libération immédiate et en fait, il nous dit qu'il ne sait pas du tout où en sont ce que désirent en faire les gens qui le détiennent. Alors, il cite Mladic, mais en fait, il nous prive un petit peu de l'espoir de les voir rapidement. En fait, c'est ça. Le résumé, c'est ça. Alors que le général gallois rentre de mission. Il lui a dit il y a 4 jours qu'il pouvait être libéré instantanément, sans rançon. Et là, il dit que ce sont les Russes qui interviennent et qu'il faut les féliciter. Et il dit dans mes notes que les Russes sont extraordinaires, qu'ils sont à remercier et qu'ils n'en feraient pas plus si c'était leurs compatriotes. Ça, c'est la piste, en fait, de Jean-Charles Marchiani et d'Arkady Gaïdemak. Oui, on pourrait voir la chose comme ça, effectivement. La piste russe, elle a été orchestrée par Jean-Charles Marchiani, ici à droite sur l'écran. En juin 1999, l'homme des missions difficiles de Charles Pasqua rompt pour la première fois son devoir de réserve. Cet entretien que nous avons pu nous procurer est réalisé par des journalistes russes. Jean-Charles Marchiani paraît tendu. Sur les ordres du président de la République, donc je me suis rendu à Belgrade. J'ai essayé de prendre contact avec un certain nombre de personnes de l'état-major, du général Perisic, et un certain nombre de proches du général Mladic et du président Karadzic. À Belgrade, aucun des hauts responsables n'accepte de le recevoir. Jean-Charles Marchiani se tourne alors vers Moscou, vers les services secrets russes. Il fait alors équipe avec le colonel Kulich. Arkady Gaïdemak, un homme d'affaires russe, en haut à gauche sur cette image, sert d'interprète. Le colonel Kulich, officier du FSB, l'ex-KGB, affirme avoir eu un rôle prépondérant. Moi, compte tenu de mon expérience et de mes relations en Yougoslavie, j'étais chargé d'assurer la liaison avec les services serbes et nos amis de l'ambassade russe à Belgrade. Quant à M. Marchiani, lui, il était chargé d'assurer le contact avec les autorités françaises. Il y a donc eu d'autres négociations. Une autre piste que celle de la DST et du général gallois. La France a donc mis en place plusieurs filières pour récupérer ces 2 pilotes. Mais nous savons que dans cette affaire, il y a un homme clé. Ratko Mladic, lui seul détient les 2 pilotes. Jean-Charles Marchiani, le colonel Kulich et Arkady Gaïdemak ont-ils rencontré le général Mladic? Pour le savoir, nous devons retourner voir le représentant du général Mladic à Belgrade. Cet homme est incontournable pour tout étranger qui souhaite s'entretenir avec lui. Savez-vous si Marchiani et Gaïdemak ont rencontré Mladic? Je sais qu'ils étaient à Belgrade, qu'ils étaient engagés dans cette affaire avec les autorités yougoslaves de cette époque-là et les représentants de la Fédération de Russie. Mais à ma connaissance, ils n'ont jamais rencontré le général Mladic. Dans cette équipe, Arkady Gaïdemak a servi d'interprète. En France, dans une affaire de trafic d'armes avec l'Angola,
Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Il s'est réfugié en Israël. Lui aussi revendique la libération des deux pilotes. C'est moi qui ai complètement imaginé l'opération, c'est moi qui l'ai financée et c'est moi seul qui avait pu obtenir la libération de ces pilotes, bien sûr en utilisant les compétences des officiers des services de sécurité d'État russes. Le 26 janvier 2001, Arkady Gaïdemak donne une autre interview au journal Le Monde. Il affirme « La situation a été débloquée grâce aux Russes qui ont fait pression sur Radovan Karadzic ». Impossible. On sait depuis le 6 septembre 1995 que seul le général Ratko Mladic détient les deux pilotes. Tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés sont formels sur ce point. C'était la guerre. Ni le gouvernement, ni Radovan Karadzic ne pouvaient intervenir dans les affaires militaires. Les deux pilotes se trouvaient dans une zone de combat. Et là-bas, c'est le chef d'état-major et lui seul qui prenait les décisions. 11 jours plus tard, nous sommes le 11 décembre 1995, enfin un espoir. 103e jour de détention pour le capitaine Chifo et le lieutenant Souvigné. Le chef d'état-major français, Jean-Philippe Douin, arrive à l'aéroport militaire de Belgrade. Les événements s'accélèrent. Il est reçu officiellement par son homologue yougoslave. Le général Douin a refusé de nous voir. Il évoque son devoir de réserve. Dans la délégation officielle, il n'y a ni Jean-Charles Marchiani, ni Arkady Gaïdemak. À droite, c'est le général Momchilo Perisic. Nous avons réussi à retrouver l'ancien chef d'état-major de l'armée yougoslave à quelques pas de son ancien quartier général détruit par les forces de l'OTAN en 1999. Il ne sait pas que nous voulons lui parler des deux pilotes. L'ambiance est tendue. Les négociations ont duré de 10 h du matin à minuit. Il y avait le général Douin, moi-même et Mladic. C'est à ce moment-là que nous nous sommes mis d'accord pour la libération de ces pilotes. Les délégations se rendent alors à Zvornik, dans cet hôtel. C'est là que les deux pilotes doivent être emmenés par leurs gardiens pour être remis au chef d'état-major français. En les attendant, autour de la table, les trois hommes qui ont longuement discuté, Jean-Charles Marchiani n'est pas là. Nous insistons. Le rôle de Jean-Charles Marchiani est loin d'être clair. Nous montrons à Momchilo Perisic la photo de Jean-Charles Marchiani. Il a dit qu'il était impliqué dans la libération des deux pilotes. Vous avez entendu parler de lui? Cet homme n'a rien à voir avec moi, ni avec Ratko Mladic, ni avec l'équipe du général Douin. Le 12 décembre 1995, vers 15 h, les deux pilotes arrivent enfin à l'hôtel Vidikovac. Le capitaine Frédéric Chifo et le lieutenant José Souvigné sont accueillis par leur chef d'état-major et Ratko Mladic. Poignée de main. Et c'est là qu'apparaissent seulement Jean-Charles Marchiani et le colonel Kulic. Qu'ont-ils fait? Nous posons de nouveau la question à l'ancien chef d'état-major yougoslave. Les personnages clés de la libération des deux pilotes sont, numéro 1, Ratko Mladic. L'ancien chef d'état-major yougoslave commence alors à s'énerver. Numéro 2, Momchilo Perisic. Et numéro 3, le général Douin. Il n'a pas été question d'argent? C'est ridicule. Votre question est insultante. Maintenant, je vais appeler mes services de sécurité pour qu'ils confisquent tout ce que vous avez enregistré. Après 104 jours de captivité, d'angoisse, cette poignée de main. La vie des deux pilotes n'est plus en danger. Mais pourquoi ce dénouement a-t-il été si long à obtenir? Pourquoi, à l'arrivée, le président Jacques Chirac félicite-t-il si chaleureusement Jean-Charles Marchiani? Bravo, félicitations. On a gagné. Pourquoi, dans son allocution télévisée, remercie-t-il aussi les Russes?
Je voudrais remercier tout particulièrement le président Boris Yeltsin, qui n'a ménagé aucun effort, et sans qui, je le pense, ce dénouement n'aurait pas pu être obtenu. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous nos alliés, européens et américains, qui nous ont apporté leur soutien. Le président n'adresse pas un mot à Raymond Nart, le numéro 2 de la DST, ou à Hugo. Pas un merci au général gallois. C'est pourtant eux qui ont les premiers donné la marche à suivre pour faire libérer les deux pilotes. Raymond Nart n'est ni amer ni déçu, il a simplement rempli sa mission de fonctionnaire. Écoutez, il en a été décidé autrement. Moi, je m'incline, je suis un fonctionnaire de l'État, c'est le politique qui commande dans notre République. Moi, j'ai fait mon travail et voilà, je m'incline. Finalement, on vous a dépossédé? Non, on m'a dépossédé de rien du tout, je suis très heureux comme ça. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, on n'est pas fait forcément pour faire de la politique. Jean-Charles Marchiani a finalement profité de toutes les informations que vous avez apportées. Eh bien, c'est très bien. Il y a des documents plus confidentiels que vous ne gardez pas dans cette malle? Je ne devrais peut-être pas répondre à la question, mais effectivement, je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Est-ce que la révélation de la vérité pourrait être dangereuse, vous pensez? J'en suis sûr. Et là, vous allez continuer à vous battre? C'est dans mon caractère, je pense que le combat n'est pas terminé, pas aujourd'hui toujours. Comme lui, nous n'allons pas en rester là. Lorsque nous avons rencontré Charles Millon, nous avons évoqué des sommes d'argent versées par les services français. La DGSE a fait plusieurs actions et notamment est partie avec une valise de dollars. C'est vrai? J'en ai pas information, et si bien même j'en avais information, je couvrirais la DGSE, parce que la DGSE est un service qui doit utiliser un certain nombre de moyens pour pouvoir défendre les intérêts de la France. C'est d'ailleurs l'utilité des fonds secrets. Et ça se pratique? Mais c'est normal. Ça s'est pratiqué sur l'affaire des deux pilotes? Non, pas du tout. Je vous ai dit qu'il n'y avait eu ni rançon, ni condition. Simplement, il y a eu une opération qui était parallèle. Charles Pasqua avait fait savoir au président de la République qu'il pouvait faire pression sur ceux qui détenaient les pilotes, et a recommandé au président de la République de s'entourer des services du préfet Marchiani, à l'époque de M. Marchiani. M. Marchiani a allé faire une intervention qui était tout à fait personnelle. Je ne sais si à ce moment-là il y a eu des fonds qui ont été utilisés. Je pense simplement c'est qu'il y a quand même eu une compensation. Y a-t-il eu compensation, comme le laisse entendre Charles Millon? Des éléments troublants nous amènent à poursuivre notre enquête. Dans une autre affaire, le juge Courroy va s'intéresser au compte en banque de Jean-Charles Marchiani en Suisse. Et la surprise, des mouvements de fonds ont bien eu lieu sur ces comptes, et ce, juste après la libération des pilotes que Marchiani revendique pour lui seul. Vous avez été entendu par le juge Courroy? Oui. Il y a des transferts de fonds donc quelques jours après la libération des deux pilotes sur vos comptes en Suisse. C'est faux? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout de ce type. Il y a que le directeur de cabinet du président de la République, mon collègue le préfet Landrieux, a déclaré au juge Courroy que dans le courant de l'année 96, la présidence de la République m'avait remis l'équivalent de 960 000 francs en espèces. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Pas un centime n'a été versé en contrepartie de la libération des pilotes, pas une arme n'a été livrée. Tout ça s'est fait dans l'honneur et dans la dignité. Et nos militaires sont revenus ici dans les conditions que vous savez. 960 000 francs qui proviennent des fonds secrets de l'Élysée. Y a-t-il eu d'autres compensations financières? Nicolas Beau en est convaincu. Journaliste au Canard enchaîné, il a réalisé une enquête et un livre sur la famille Pasqua. Jean-Charles Marchiani en fait partie. Il en est même un homme clé. 21 millions de francs, très précisément, sont arrivés via 4 versements sur les comptes de Marchiani à cette époque-là. Et les fonds en question, ensuite, ont été virés sur d'autres comptes appartenant à des Libanais et finalement ont servi à racheter la fameuse maison de grâce.
La fameuse maison de Grasse. Mais de quelle maison s'agit-il? Cette villa, nous l'avons cherchée. Nous nous sommes rendus à Grasse, la ville natale de Charles Pasqua. Nous sommes dans le quartier Saint-Jacques, une zone calme et résidentielle, chemin des Basses-Moulières. Derrière ce muret et ces arbres, la villa qui a été achetée en 1987 par la famille Pasqua, 3 millions de francs. Jusque-là, rien de surprenant. Mais pour quelle raison alors le juge Courroy et ses homologues suisses s'intéressent-ils à l'ancienne villa de la famille Pasqua? Les juges ont été frappés notamment par le fait que cette maison a été vendue à un prix qui dépasse largement le prix du marché de l'époque. Et la maison valait tout au plus 5 ou 6 millions de francs. Or, elle a été vendue 17 millions de francs. Donc, ils s'interrogent sur cette plus-value extraordinaire dont ont bénéficié les Pasqua. Une telle plus-value est-elle possible? Les travaux ont certes été réalisés dans la villa, mais d'après notre enquête, rien ne justifie ce prix de vente, 17 millions de francs. Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste immobilier installé depuis de longues années dans ce quartier. Dans le quartier Saint-Jacques, une maison à 17 millions de francs, ça vous paraît un prix raisonnable? Ça paraît un peu beaucoup. C'est vrai que pour 17 millions de francs, il faut que la maison elle soit quand même assez extraordinaire. Puis qu'elle ait une belle vue mer, du terrain, des prestations, enfin voilà. Il y a une vue sur la mer ici? Depuis Saint-Jacques, ça paraît difficile. Autrement, le prix des maisons ici, c'est combien? Le prix des maisons ici tourne autour de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 17 millions, c'est quand même énorme pour le quartier. 17 millions pour le quartier, ça paraît énorme. Autre surprise, l'acheteur de la fameuse villa est une mystérieuse société, la Dorado Managers Corporation, une société écran basée au Panama, un paradis fiscal. Encore plus troublant, la fameuse villa est rachetée le 21 décembre 1995. 21 décembre 1995, soit 9 jours après la libération des deux pilotes. La question c'est est-ce que des fonds débloqués pour la libération des pilotes français auraient servi à racheter cette maison, et cette opération a-t-elle favorisé un blanchiment quelconque de commission? Le juge Courroy poursuit ses investigations. D'où vient cet argent? Peut-il provenir des fonds secrets de l'Élysée débloqués pour négocier la libération des deux pilotes? Cette opération aurait-elle été un prétexte pour blanchir de l'argent? Nous avons posé la question à Charles Pasqua. Non, pas du tout. Mais vous pensez bien que ce n'était pas avec les 900 000 francs ou millions que nous avions reçus qui servaient à payer les voyages d'avion qu'on pouvait faire quoi que ce soit. Alors il y a une question qui est liée évidemment à votre villa de Grasse. On dit qu'il y a eu des mouvements de fonds Non, alors ça n'a strictement rien à voir avec la question que vous posez. Alors vous restez sur la question que vous m'avez posée et vous ne parlez pas d'autre chose. D'accord. Donc sur les otages, donc pas de rançon. Non. Sur les prisonniers de guerre, pas de rançon. À aucun moment. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons tenté de poser cette même question à Jean-Charles Marchiani, l'homme de confiance de Charles Pasqua. Le juge Courroy enquête également sur la villa qui appartenait à Charles Pasqua à Grasse. Et quel rapport avec les pilotes ils pensent que les transferts de fonds à l'époque ont permis de blanchir cette maison. La maison des pilotes Non, la maison de Charles Pasqua à Grasse. Ouais. C'est une belle salope. C'est une belle salope. C'est une belle salope.